Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien. On est service du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut. Désolé, je suis en retard. Je vais pour vélo là-bas. De bon matin, près de l'Opéra Bastille, je retrouve un monteur à vélo habitué des films d'archives. Il a notamment travaillé sur les documentaires Simone Veil, album de famille, d'Hugues Nancy, Résistance, de Patrick Rothman, ou plus récemment la série Djihad sur l'Europe, réalisée par Magali Serre. On a parlé de Yakuza, de Barbarossa, des lettres de François Mitterrand, mais aussi du travail spécifique au montage d'archives ou encore de méthodologie pour monter des langues étrangères. Le tout accompagné de quelques tasses de thé. Bienvenue dans la salle d'Yvan Gaillard. T'as une belle fenêtre là. Elle est vraiment très bien, elle est très grande, très lumineuse. Hyper lumineuse, ouais, c'est Ouais. agréable. On ne travaille pas dans les caves, ça c'est bien. Ouais, ça fait toujours plaisir. Alors, le problème c'est qu'à chaque fois que je viens travailler ici, c'était pareil il y a 2 ans, il y a des travaux toujours. Tu vois. Ah oui. Ils ont mis un échafaudage là, et c'est toujours le même immeuble. Tous les 2 ans je viens là, et tous les 2 ans ils me mettent un échafaudage. Petit ravalement de façade très régulier quoi. C'est ça. Tu travailles sur quoi en ce moment? Je travaille sur un film sur les Yakuza. D'accord. Le réalisateur a monté les interviews sur papier. Tout le travail, c'est de faire la même chose sur la timeline, alors que c'est en japonais et qu'on ne comprend pas le japonais. Et donc tout le travail, ça va être de mettre des sous-titres pour qu'on puisse monter sans se poser la question de qu'est-ce que racontent ces gens-là. D'accord. Et du coup, ton réalisateur, il parle japonais couramment On comprend un tout petit peu. Parce D'accord. Il a passé 2 ans là-bas, il y a très longtemps. Mais c'est pas lui qui fait les traductions et les sous-titres. D'accord. Je vais te montrer ce que j'ai. Donc, j'ai d'un côté ce qu'on appelle le script du réalisateur. Il a fait chez lui, avant le montage, tout le montage papier des entretiens. Et ça va beaucoup bouger évidemment au montage, mais c'est la base sur laquelle on démarre. Et à côté de ça, j'ai des retranscriptions qui sont un peu particulières. Parce que j'ai dans une colonne le français, et dans l'autre colonne, on appelle ça du syllabique, je crois. C'est du japonais, mais En phonétique. en quoi. phonétique, Mmh. exactement. D'accord. Tu vois, je mets par personnage, chaque personnage a sa couleur. D'accord. Alors sur ce film, je sais pas pourquoi, j'ai fait une correspondance de couleurs. Donc j'ai Ouais. des couleurs ici qui se reportent sur la timeline, Ah, mais tu moi vois, j'adore ça. et qui correspondent aux couleurs Du script. du Bah oui, script. oui. Voilà. Mais ça, c'est ma grande passion, du coup. C'est toi, tu fais ça. J'adore ça. Alors moi, je fais pas ça à chaque fois. Là, il y a pas mal de personnages. Et puis comme le réalisateur a monté les interviews sur papier avant, ça laisse un peu plus de marge que quand ça se fait pendant le montage. Et donc, ce que je voulais te faire écouter... 私は今年47歳になります。一山武史と言います。所属は En fait, tu arrives à suivre avec Mmh. 広島 la の phonétique. 本部高知で一山組を預かります一山武史と言います。 Du coup, quand je sélectionne un clip, je lui mets les sous-titres de la traduction D'accord. qui est juste en face. Donc, il faut d'abord repérer le phonétique pour savoir si on est bien sur le bon passage. Mmh. Et après, je lui colle les sous-titres en vis-à-vis. D'accord. Et là, on a envoyé l'épisode 1, j'ai fini le bout à bout. On l'a envoyé à traduction pour vérifier que les sous-titres sont bien mis D'accord. et pour mettre un peu plus de timecode pour que les sous-titres soient moins longs. Parce que des fois, on a des blocs complets de plusieurs phrases.
Donc pour que la traductrice mette des timecodes pour Plus chaque précis. phrase et qu'on puisse couper nous des phrases. Bon. D'accord. L'idée c'est qu'après on puisse monter en comprenant tout, grâce Et- aux sous-titres. Et du coup, c'est une série alors, c'est ça? C'est 2 épisodes 2 épisodes de. pour Arte, de de 52. Mm. Ouais. Donc t'as envoyé un épisode Ouais. beaucoup plus long, c'est ça? Ah ouais, à la ouais. traductrice, et ouais. après tu vas retravailler dedans. Le bout à bout lui-même d'interview, il est très long parce qu'il fait 1h23 Ouais. pour 52 minutes de film. Mais là, il n'y a que les interviews, il n'y a pas les images de tournage, il n'y a pas les images d'archives, D'accord. il n'y a rien. Alors, c'est un film sans commentaire, c'est les interviews qui vont prendre en charge toute la narration. D'accord. Donc là, Donc ça, c'est un peu particulier. t'as ta structure arrêtée du coup. Ouais. Avec tout Ah bah alors, elle n'est pas enfin- arrêtée. Ça, c'est le choix du réalisateur qui a fait son montage d'interview sur papier. D'accord. Moi, je l'ai reproduit comme base de travail. C'est à partir de là qu'on va démarrer, en vrai. Dans ce film, il y a un Anglais, il n'y a que des Japonais, plus un Anglais, qui est un spécialiste qui vit au Japon depuis très longtemps, qui a écrit le livre dont est tiré la série Tokyo Vice. Et donc lui, Was c'est plus facile. stabbed in the eye and almost died. On comprend ce qu'il dit. And that was, yet another example of Du coup, ce que je leur ai envoyé, c'est une séquence spéciale où il n'y a que les Japonais. Donc ça fait une séquence d'un peu moins d'une heure. Mm. Bon, c'est particulier, c'est la première fois que je travaille avec du japonais. Ouais. J'ai travaillé sur pas mal de films en russe. Mhm. Donc là, c'est pareil. Mais le russe, on comprend mieux quand même. Ah oui. Il y a des mots qu'on repère et les structures de phrases sont... Enfin bon, je sais pas où je m'étais habitué. Mais on avait donc une traductrice qui suit le film et à qui on peut demander, quand on a besoin, de traduire quelque chose. Que ce soit un panneau dans une archive ou que ce soit une archive, un commentaire, une actualité. D'accord. Bon, bah là, on va faire la même chose avec le japonais. Et l'histoire de sous-titres, ça marche hyper bien. Je trouve ça Oui. hyper efficace. Mm, mm, mm. Là, je viens de finir un film sur l'Europe du djihad, où on a pas mal d'interviews en danois, on a de l'allemand. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du bosniaque, du serbe. Bon, enfin, beaucoup de langues que je comprends pas du tout. Et avec les sous-titres, les subcaps, ça marche hyper bien. D'accord. Moi, je m'en sers même pour les interviews en français, des fois, tu sais, pour Ah oui, passer plus vite sur. ah oui pour le voir, pour voilà, visualiser. pour visualiser plus vite, retrouver plus vite Ouais. les éléments. Mm, mm. Bonne idée. Et donc là, t'as combien de temps de montage sur ces 2 épisodes? Là, ils ont prévu pas mal. J'ai 9 semaines par épisode. Mm. 18 semaines en tout. Le précédent, c'était 3 épisodes et j'avais 8 semaines par épisode. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Moi, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait des études d'art plastique à Rennes. Art plastique, c'est comme les beaux-arts, mais c'est un peu moins de pratique et un peu plus intellectuel, enfin, comment dire, un peu plus théorique. Ah oui. Mm. Et il y a de la pratique aussi. Et en faisant de l'art plastique, j'avais un cours de cinéma qui était super, avec un prof qui s'appelle Jean-Pierre Berthomé. Il faisait des cours d'analyse de films qui étaient vraiment génial. Et comme j'aimais déjà beaucoup le cinéma, je ne sais plus qui m'a dit « tu devrais passer la FEMIS ». Et donc j'ai présenté le concours de la FEMIS, que j'ai eu au bout de 2 fois, mais je l'ai eu. Ouais. Et du coup j'ai fait la FEMIS. Voilà. Bravo. C'est ça mon parcours. Et en sortant de la FEMIS, j'ai fait un peu d'assistanat sur des fictions, mais pas beaucoup. J'ai dû faire 2 ou 3 films. Et puis on m'a demandé de monter un documentaire, sans être payé, mais voilà, des gens de mon âge qui pareil, n'ayant pas d'argent pour faire de la fiction, se sont mis à faire du documentaire, qui est beaucoup moins coûteux. Mhm. Et je me suis mis à faire du documentaire. D'accord. Et après, j'ai fait du magazine. J'ai fait un magazine sur le cinéma, comme je suis très cinéphile, enfin je l'étais plus encore à l'époque, avec Anne Andreu, pendant 3 saisons, je crois que c'était sur France 5. Et Anne Andreu a fait aussi en parallèle des documentaires d'1 heure, de 52 minutes sur le cinéma, et j'ai commencé à monter avec elle. Et voilà. Donc des portraits, du coup. Des portraits, on a fait un film sur François Truffaut, on a fait des films thématiques aussi. On a fait un film sur la nourriture et le cinéma, par exemple. Et quand l'émission s'est arrêtée, j'ai continué à travailler avec elle. Et elle a fait un film sur la greffe. Alors ça, c'était costaud parce qu'il y a des images de greffe, de cœur et tout. Ouais. C'est là au montage, des fois, tu dis, ouais, bon,
C'est intéressant, hein, mais c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et j'ai monté ce film avec elle sur la greffe, et elle a changé de producteur, et elle a travaillé chez Cuivre. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé à travailler avec Patrick Rothman, qui cherchait un monteur à l'époque, et qui lui, comme c'est sa société de production avec son frère, Michel Rothman, il cherchait un monteur, et du coup, ils m'ont embauché. Voilà. D'accord. T'étais à temps plein là-bas, du coup? Non, j'ai commencé avec Patrick, comment dire, Patrick, il montait 2 films en même temps. Donc il y avait un film avec son monteur habituel, et un film, il avait besoin d'un monteur. Et c'était un film sur Jospin, qui n'était pas son meilleur film, mais bon, c'est intéressant à faire. Et en parallèle, il montait un film sur le mur de Berlin. D'accord. Et du coup, j'ai fait ce premier film avec lui, pour Cuivre. Et ensuite, son autre monteur a commencé à faire de la réalisation. Et du coup, moi, j'ai continué à travailler avec Patrick. Et donc, travaillant avec Patrick, j'étais beaucoup à Cuivre. Et c'est là où j'ai rencontré aussi Michael Prazan. Et depuis, Patrick, ça fait 12 ans que je monte quasiment tous ses films. D'accord. Et Michael, ça fait moins de temps, mais ça fait peut-être 8 ans que je monte tous ses films aussi. Oui, donc tu as des réalisateurs fétiches, si on peut dire. Pas fétiche, mais fidèles. Fidèles, voilà. Ouais. Fidèles et qui réalisateurs me préviennent à l'avance quand ils ont un projet. Mm. Qui me disent dans 6 mois, je vais en montage, tiens-toi libre. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça pour anticiper ses plannings. Ouais, bah du coup, tu te libères et tu continues comme ça à faire les films avec eux. Alors, c'est bien aussi de changer, hein, enfin, d'avoir plusieurs réalisateurs, ça change un peu la pratique parce qu'on s'adapte quand même à. Je dis quand même. On s'adapte. On a de petites manies, de petites habitudes, mais on s'adapte aux réalisateurs. Et donc c'est vrai que c'est bien aussi de changer. Mais bon, une relation fidèle sur plusieurs années, on apprend à se connaître, on travaille plus vite, mieux, plus en profondeur. Mm. Et dernièrement, j'ai travaillé avec Hugues Nancy sur Simone Veil. Donc, Oui. c'est vraiment une chance quand même. Un film sur Simone Veil, c'est quand même génial. Et depuis, on travaille très régulièrement ensemble aussi. Oui. J'avais vu le Simone Veil et puis j'avais vu aussi c'était la correspondance Mitterrand-Pinjot, Oui. c'est ça? Oui. Où tu es crédité Je suis comme co-réalisateur. co-réal Ouais. dessus, ouais. Ouais. Comment vous avez fait pour la mise en image ou pour même juste traiter toute cette matière qui est pas télévisuelle, quoi, qui est Ouais. pas... Alors d'abord la co-réalisation, parce qu'en fait c'est une histoire un peu bête. Enfin moi c'est le seul film que j'ai fait en co-réal. C'est une question de planning au départ. Mm. J'avais fait plusieurs films avec Hugues Nancy, donc il avait confiance en moi, on travaille très bien ensemble, il n'y a pas de souci, je suis assez autonome. Et là, il avait 3 films à faire d'affilée. Ah oui. Donc un film sur les procès des attentats de Charlie Hebdo, un film sur la correspondance de Anne Pinjot et François Mitterrand, et un film sur Marseille, la ville de Marseille. Mm. Et du coup, les films s'enchaînaient, et le film du milieu, qui était donc la correspondance de Pinjot, il se disait qu'il n'allait pas pouvoir être aussi présent que d'habitude. Je te sers du thé. Et donc, il m'a proposé de co-réaliser. Il m'a dit, je serai pas là tout le temps, donc si ça te va, on co-réalise. Donc c'était super. Alors, comme on a fait avec La Matière, évidemment, c'est un film qui s'est fait avec l'accord de Anne Pinjot. Elle nous a ouvert ses tiroirs, on a scanné toutes les lettres que Mitterrand lui a écrites. Des lettres qu'elle avait écrites à Mitterrand, on n'en a plus la trace. Sauf quelques-unes dont elle a gardé les brouillons. Mais donc on avait une matière de lettres manuscrites qui était incroyable. Donc dès le début, on a su qu'on allait travailler avec cette matière-là, qui est en fait une matière très cinématographique, l'écrit. Parce que Mitterrand, il a une écriture très particulière, il écrit à l'encre bleue, il écrit beaucoup, et il écrit des fois sur des blocs-notes d'aéroport, enfin, il y a toute une matière en fait de ces lettres qui est très très belle. Donc, on savait qu'on allait utiliser ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors il y a une partie quand même dans le film où on illustre. Bon, même si c'est pas trop ce terme d'illustration, mais on montre ou on fait ressentir ce que disent les lettres, que ce soit des paysages, des impressions, des effets de lumière, ou même quand ils parlent de faits politiques, où on montre les événements politiques dont ils parlent. Et une partie, effectivement, on voit les lettres, les phrases, les mots. On a eu de la chance parce qu'on a eu un très très bon graphiste avec qui moi je travaille souvent, qui s'appelle Johan Krez,
qui a réussi à rendre la matière des lettres, et des mots. On a fait aussi des cahiers qui s'ouvrent. On a animé un peu, on a animé ces lettres et on a animé les phrases. Alors pas de manière film d'animation, mais avec des gros plans sur certains mots par exemple, Ouais. pour les mettre en exergue. Donc si, c'est devenu une matière cinématographique. Après, on était en seconde partie de soirée, sur France 5, où donc c'est plus facile de faire ce genre de choses. En prime time France 2, on n'aurait pas pu le faire, je pense. Parce que c'est pas le même public et du coup les attentes des diffuseurs sont pas les mêmes. Ouais. Là, on avait toute liberté, c'était très bien. Mm. Et on s'est rendu compte assez vite que ces lettres lues avec et montrées comme ça, la matière des mots, l'écriture, ça marchait. Ouais. Et Oui, c'était très romanesque. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était hyper romanesque, quoi. C'est vrai que ça se regardait hyper facilement. Enfin, moi, j'étais vraiment embarquée dans le truc. J'étais très curieuse de voir ce que vous aviez fait de ces lettres. Ouais. Parce que c'est pas évident comme matière à travailler, quoi. Mais en fait, on se rend compte que la narration, elle peut passer par plein d'éléments différents, en vrai. Nous, on le fait assez facilement entre l'image d'archives animée, et puis la photo, et puis l'entretien. Et finalement, en tant que spectateur, on se rend pas compte des ruptures. On passe très facilement de l'un à l'autre, il suffit que la narration soit fluide. Donc c'est vrai que de toute façon, on travaille avec une matière assez hétérogène en général. Du coup, avec le graphiste, vous avez travaillé comment? Toi, en montage, tu as posé toutes les lettres et après tu lui as envoyé la matière ou comment? Alors, ouais, alors, moi j'aime bien travailler avec le graphiste dès le montage. Je simule tous les graphismes, en fait. D'accord. Donc je fais tous les zooms et quand c'est des trucages un peu complexes, je les fais de manière très simple. Mais en fait, ce que je simule, c'est les durées, ce qu'on voit et combien de temps on le voit. Oui. Pour Simone Veil, par exemple, on avait une matière très très riche de documents amateurs. C'est-à-dire que les fils de Simone Veil nous avaient ouvert les albums photos de la famille. On avait scanné énormément de photos. Le film a fini par s'appeler Album de famille. On avait décidé de montrer les albums tels quels. Alors évidemment, on les a recomposés comme ça nous arrangeait, parce que on voulait forcément avoir des périodes cohérentes. Donc je dis pas que ce qu'on montre à l'écran, c'est l'album tel qu'il est. On a changé les photos de place, etc. Mais on voulait montrer les albums. Et du coup, moi j'avais carrément des modèles, des fonds d'albums que le graphiste m'avait fait, sur lesquels je posais des photos en montage, sur Photoshop de manière assez simple. Et je faisais mes zooms, etc. Pour que plus tard, parce que c'est compliqué, surtout sur les albums, il y a plusieurs photos, laquelle tu regardes, combien de temps il faut la laisser pour qu'on la voit bien. Souvent, nous, on est habitués aux photos, donc on les voit tout de suite, et on en met 3 comme ça, et puis on les met 5 secondes. Et les spectateurs, ils savent pas quoi regarder, et ils disent « Ah, 3 photos, c'est génial, et je veux la voir absolument ». Et il n'a pas le temps. Ouais. Donc, moi, j'aime bien simuler ça. Moi, je trouve que ça fait partie de mon travail, de définir quelle durée et ce qu'on voit. Et pour qu'on ait le temps de lire, et pareil pour les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot, mais où que ce soit les documents, je les simule en fait, avec le panel zoom, et je fais les zooms, et après, s'il y a des phrases à faire ressortir, j'essaye de le faire de manière un peu grossière, mais quand même que quand on regarde le film, ou quand on le montre à la chaîne ou au producteur, qu'on sache que cette phrase-là va ressortir d'une certaine manière. Et donc, j'envoie ce patron-là au graphiste qui fait, alors qu'il invente ce qu'il veut. Et après, ce qu'il me renvoie, en général, je ne fais pas refaire quand les plans sont rallongés. Je ralentis. Je ralentis, je raccourcis, je coupe dedans, je fais ma sauce à faire avec. Et jusqu'à ce que ça soit un peu plus définitif. Donc, c'est un échange comme ça. Et là, le graphiste, il a commencé par nous faire le premier graphisme du film, où on lui avait demandé, il faut montrer un peu qu'on a une matière de documents intimes, enfin personnels, assez riche. Donc, il faut que tu montres des lettres. Il nous avait aussi ouvert ses albums photos. Et Mitterrand, il a composé un truc assez particulier. C'est une sorte de journal avec des collages d'images, de photos, qu'il a dédié à Anne Pinjot, mais qu'il ne lui a pas donné tout de suite. C'est-à-dire qu'il le faisait en parallèle de leur relation. Et il lui a offert à un moment donné. Donc ça clôt la fabrication de ce journal. Mais c'est un document incroyable. Où il écrivait il écrivait énormément tous les jours.
et qui est très beau, qui est un bel objet en plus, où il y a des collages de peinture. Ouais, tu as eu accès, toi, du coup Et du coup, elle nous a donné accès à ça. Il a été édité, hein, et la correspondance a été éditée chez Gallimard, et ce journal, qui s'appelle Pour Anne, a été édité aussi. Donc là, c'est Gallimard qui nous a donné, à la demande d'Anne Pinjot, les scans qu'ils avaient fait pour l'édition. D'accord. Donc on avait des documents de qualité exceptionnelle. Et le graphiste a travaillé, enfin, on lui a dit, voilà, on lui a donné cette directive-là, de nous montrer la richesse des documents, et puis après, voilà, et de partir d'une photo. Et il nous a fait un travelling arrière, où on part d'une photo, et puis on s'éloigne, et on découvre que c'est un album. Et puis après, on découvre qu'il y a des lettres, et puis un journal, et puis une boîte de lettres, et puis tout d'un coup, une table entière avec couverte de documents. Et il a fait tout ça numériquement. Ouais. Et voilà, bon, à partir de là, on savait que le film, ça allait être bien. Et c'est un film où, sur 52 minutes de film, enfin non, il dure 1h20, pardon. Sur 1h20 de film, il y a 30 minutes que de graphisme. Ouais. Donc c'est un travail énorme. Et du coup, il y a eu beaucoup de temps passé là-dessus, à faire des allers-retours. Ouais, sacré travail. Hein. Ouais. Et est-ce que toi, tu assistes au mix, étalo, etc. Tu suis un peu la post-prod des films que tu fais ou pas forcément? Alors, en général, oui. Ça dépend un peu de la prod déjà, parce que quand je vais en mixage, je considère que c'est du travail, donc je me fais payer. Oui, c'est normal. Mais je préviens en général à l'avance, je dis au minimum, ce que je fais, c'est que j'assiste au mixage. Quand le mixeur et le réalisateur regardent le film mixé, avant de faire des corrections, je suis là. D'accord. Donc en gros, pour un film, que ce soit 1 heure ou 1h30, je prends une demi-journée. Donc ça, je préviens à l'avance la prod, souvent en amont. Ça dépend quel rapport on a avec les producteurs. Mais souvent, je dis, bon, puis après, la post-prod, je prends une demi-journée pour le mixage, une demi-journée pour l'étalonnage. Il faut un peu de jour pour le graphisme. Ça fait un deuxième regard par rapport au réalisateur. Et c'est vrai que tu reçois des dizaines de graphismes qu'il faut regarder et il faut faire des retours, soit au téléphone, soit par mail, de dire là, je crois qu'on voit pas assez telle phrase, il faut que ça soit plus gros. Bon, bref, ce qu'on dit au graphisme. Et la vérif de confo, ça, quand même, on le fait à chaque fois, mais c'est bien de prévenir avant. Il faut une journée de vérif de confo pour vérifier que la confo correspond bien au montage. Comme en fait le monteur connaît quand même le montage, enfin c'est la personne qui connaît le mieux le montage. Dans le détail même des raccords, le réalisateur ne peut pas connaître le détail des raccords. On est un peu la seule personne qui puissions vérifier une confo par exemple. Oui. Les archives, donc on travaille avec des bases def, Ouais. et parfois à la confo, on a un peu des surprises sur Oui. la qualité finale, notamment Ouais. quand on mixe les sources. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé du coup de changer des plans après coup ou non. comment tu... Alors en fait, moi j'essaye de demander sur les gros films comme Résistance par exemple, qui sont quand même des projets ambitieux, des 3x, 4x52, en prime time Arte. Je l'avais fait aussi sur Goulag, qui était pareil, 3x52, avec Patrick. Moi, je le fais quand je peux, j'essaie de demander des scans HD. Ça a un coût supplémentaire. Il y a des prods qui acceptent ce coût supplémentaire pour avoir un film plus beau. Oui. C'est vrai que c'est toujours pénible, mais pas que pour les monteurs, pour les spectateurs aussi, ou pour les diffuseurs, qui payent pour avoir un film. D'avoir tout d'un coup des images qui sont de très très mauvaise qualité et de vraiment très mauvaise qualité. Donc moi je demande des scans HD. Il y a des productions qui acceptent et on a des scans HD et c'est super beau et on est content. Et là on est très content d'avoir laissé des durées un peu plus longues parce que en fait on voit des trucs qu'on n'avait jamais vus. Ouais. Des fois des choses qui étaient derrière le timecode, mais pas seulement. Des précisions des personnages sur des scènes de foule. Et voilà, la difficulté, c'est qu'on monte avec comme tu dis, avec des archives en très mauvaise définition, avec des TC, des timecodes au milieu de l'image, et qu'on a tendance à monter un peu court parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ouais. Et donc c'est vrai que l'expérience fait qu'on se dit qu'il faut monter un peu plus long. Enfin, moi, c'est ce que je me dis souvent. Il faut monter un peu plus long. Je me dis, ouais, là, ça me paraît un peu long, mais
je vais quand même laisser comme ça. Non seulement parce que la musique est mieux mixée, qu'il y a plus de sons, le montage son est passé par là, a rajouté des sons, et parce que l'image est de meilleure qualité, dans le meilleur des cas, et que tout d'un coup, ce qui nous paraissait un peu long nous paraît presque trop court. Parce Oui. qu'il y a tout d'un coup beaucoup d'événements visuels et sonores qui se passent. Et t'as déjà bossé sur des films qui ont été colorisés? Oui. Et comment ça se passe là du coup Alors, sur la colorisation, ce qui est très bien, c'est que du coup, le scan HD est obligatoire. Pour passer en colorisation, il faut des images de la meilleure qualité possible. Donc là, la question ne se pose pas de est-ce qu'on fait des scans HD ou pas. On a des scans HD. Donc c'est D'accord. quand même super agréable. Après, de toute façon, c'est des films qui ont des gros budgets, parce que la colorisation, ça coûte très cher, donc c'est forcément pour le prime time. Et comment ça se passe? Mais ça se passe exactement pareil, sauf qu'à la fin, on a des images en super bonne qualité. Et après, c'est vrai que la couleur, alors ça, on ne monte jamais avec les archives couleurs, ça vient toujours après, c'est très très long à faire. Et c'est tellement cher qu'il n'est pas question d'enlever un plan qui a été colorisé. Ça a dû arriver des fois. Quand tu as des délais très serrés, tu envoies en colorisation, même si tu n'as pas tout à fait fini, et puis il y a une séquence ou un plan ou un truc qu'il faut raccourcir. Mais ça coûte très cher. Donc, ça se fait après le montage. Et effectivement, la couleur fait ressortir certains détails qu'on ne voyait pas. Et de la même manière, du coup, C'est tu peux te dire, mince, c'est trop court, on a envie de voir Ben, plus. Ouais. Ça m'est jamais arrivé en fait. Je me suis Ouais. jamais dit c'est trop court. Mais c'est peut-être parce que les films colorisés, c'est quand même. C'est arrivé assez. Enfin, je montais depuis déjà un bon moment avant de faire des films qui ont été colorisés. Et que du coup, bah, je laisse un peu plus de. Enfin, je sens mieux les durées. Je prévois quand même qu'on va voir les archives différemment. Oui, c'est un exercice auquel t'es rodé, quoi. Ouais, j'y pense pas en fait. Dans ma conception du rythme et des durées des plans, je pense que j'ai intégré cette donnée-là. Que après il va y avoir du montage son et que les images vont être de meilleure qualité et qu'on va mieux les voir. Ce qui m'est arrivé de très désagréable par contre, c'est... et là, voilà, c'est l'exemple où j'ai changé des plans après confo. Mais pas pour des raisons de qualité, pour des raisons de justesse historique. C'était un film sur Ellis Island. Donc l'île à côté de New York sont passés tous les migrants qui voulaient entrer aux États-Unis. Et il y avait tout un passage sur les quartiers de New York, les quartiers pauvres de New York, où on avait des bouts à bout d'archives qui n'étaient pas tout à fait bien définis en termes de date. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était un mélange. Et voilà, tu avais des archives montées, sur ce quartier, tu en avais des années 10, ou même depuis le début du cinéma, disons 1900, jusque dans les années 60. Et on avait monté une séquence qui était magnifique, avec des gamins qui jouaient, qui couraient dans la rue, avec des bâtons. Enfin, bon. Et la séquence était super, c'était pour illustrer la pauvreté du quartier dans les années 30, si je me... Oui, dans les années 30. Et cette séquence est magnifique, j'adorais, elle était très très belle. Et quand la confo est arrivée, on s'est rendu compte que ces gamins avaient des kickers. Donc c'était pas du tout les années 30, c'était les années 50 au mieux. Mais on pouvait pas le savoir puisque rien n'était identifié en termes de date. Donc on se repérait. Moi je sais que j'avais la skyline de New York sur mon écran d'ordinateur et que je regardais les plans de New York et en fonction des immeubles, est-ce que celui-là était construit ou pas, je savais à quelle date ça allait. Donc j'avais la skyline de New York en 1900, 1910, 1920, 1930. Moi, j'avais récupéré tout ce que je pouvais en skyline. Et je repérais la date des images d'archives en fonction des buildings de New York. D'accord. Et donc là, il a fallu refaire la séquence entièrement. Sans commander de nouvelles d'archives, bien sûr. Donc avec des chutes d'images qu'on avait par ailleurs. D'accord. Ça doit être un crève-cœur. Ouais, et ça c'est parce que avec le TC et avec l'image de base def, on ne voyait pas bien. Ouais, tu pouvais pas Tout voir simplement. les fameuses kickers. Ouais. Alors justement, comment tu travailles avec les documentalistes? Est-ce qu'elles te fournissent tout en début de montage et après tu demandes des choses supplémentaires ou est-ce que... Voilà, t'es en train de répondre Ouais, à c'est la ça. question. Alors après, ça dépend des réalisateurs aussi. Il y a des réalisateurs qui s'occupent de ça,
Et il y a des réalisateurs qui ne s'en occupent pas à partir du moment où on est en montage. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui se passe avant le montage, moi je sais pas trop, je suis pas là, mais les réalisateurs font une liste de demandes d'archives en fonction de leur projet, de leur script quand ils ont écrit avant. Après, de toute façon, en montage, il y a des besoins nouveaux qui se révèlent, qu'on n'avait pas prévus, pour plein de raisons. Donc ça nous est arrivé, par exemple, sur un film sur la colonisation, où on devait retourner en France et on n'avait pas d'événement. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Et Hugues s'est dit, ah mais il y a ces archives géniales de l'enterrement de Jean Jaurès. Ça c'est magnifique, c'était dans notre thème parce qu'on parlait un peu de politique et de la différence entre aussi les gouvernements de gauche, de droite, les prises de position de chacun. Et Jaurès a pris position contre la colonisation. Donc l'enterrement de Jaurès, c'était une super bonne idée. Et c'est vrai que les images sont magnifiques. Et donc voilà, donc tu commandes à un documentaliste, tu dis, en fait, on a besoin de l'enterrement de Jaurès. Mais tu n'aurais pas pu prévoir ça avant, parce que déjà, la colonisation, c'est hyper vaste. Donc tu peux pas tout demander. Et les documentalistes, elles se focalisent sur voilà, l'Indochine, les thèmes très précis liés avec la colonisation, mais elle ne va pas te donner pendant toute la période, c'est-à-dire du XVIe siècle jusqu'à les années 50. Nous, on ne faisait pas la décolonisation, on faisait que la colonisation. Ils ne vont pas te donner tout ce qui se passe en France, forcément. Donc il y a toujours des demandes. Alors après, des fois, c'est moi qui centralise les demandes avec Patrick Grantman. Donc j'écris, je note dans un coin les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et puis en fin de journée, je fais une liste. Et il travaille beaucoup avec Marie-Hélène Barberis, qui est vraiment une super documentaliste, qui a une façon de travailler qui donne vraiment les choses très précises sur le sujet. Pour le reste, tout ce qui est du contexte, elle donne des bases. Alors, sachant qu'après, on va lui redemander des choses plus précises sur ces histoires de contexte, etc. Donc là, j'ai un contact plus direct à ce moment-là avec la documentaliste. C'est elle qui m'appelle si elle a une question sur ce dont on a besoin, etc. Après, moi, j'ai des petites demandes perso en montage. Par exemple, je fais une séquence, je me dis, quand même, ça serait pas mal d'avoir, je sais pas, par exemple, sur un film sur Salazar, il y avait une séquence de la bataille de l'Atlantique. Donc on avait plein d'avions qui attaquaient des bateaux. Mais il se trouve qu'à un moment donné, dans le texte a changé et on a parlé des sous-marins allemands. Du coup, j'ai dit quand même, ça serait pas mal d'avoir un sous-marin. Donc là, je dis, c'est moi qui fais ma petite demande à la documentaliste. J'ai un petit sous-marin, ça me plairait bien, là. Et ça t'est arrivé, j'imagine, de monter dans différents films les mêmes archives. Comment est-ce que tu arrives à te renouveler, du coup, en remontant ces mêmes plans? Ça, c'est dur, oui. Barbarossa, j'ai dû monter, peut-être pas 10 fois, mais bien 7 fois. Ah oui. Une séquence sur Barbarossa. Alors des fois c'est tout le film, l'Armée Rouge, c'est beaucoup de Barbarossa. Mais des fois c'est juste une séquence de contexte. J'ai fait un De Gaulle pendant la guerre. De Gaulle pendant la guerre, t'as un petit bout de Barbarossa, la Résistance, t'as un petit bout de Barbarossa. Et des fois, sur Goulag, les films sur Goulag, t'as un petit bout de Barbarossa. Donc des fois tu montes, les films s'enchaînent. C'est-à-dire que tu montes film sur le Goulag, puis après un film sur l'Armée Rouge, puis après un film sur Hitler-Staline, puis après un film sur la Résistance, puis après un film sur... Et tu passes des années où tu as toujours une séquence sur Barbarossa. Alors comment on fait avec Barbarossa? Alors des fois, il y a des desiderata de réalisateurs qui sont bien pratiques. Par exemple, Patrick, des fois, quand c'est juste pour indiquer Barbarossa, il dit on va faire la séquence en couleur. Donc là, déjà, ça te vire 90% des archives qui sont en noir et blanc. Et tu ne peux travailler qu'avec des archives amateurs, parce que la couleur, c'était que des films amateurs de l'époque. Et donc les Allemands ont beaucoup filmé, il y avait énormément de caméras amateurs. Et donc, la séquence Barbarossa en couleur, c'est facile, parce que dans les heures de rush en couleur que tu as, t'as pas non plus énormément de rush qui signifie la guerre. Et puis après, tu peux avoir aussi des angles. Par exemple, ça peut être important que ça soit la nuit. Donc à ce moment-là, tu fais vraiment les premières images qui sont au petit matin, etc. pour dire c'est le début de Barbarossa. Mais des fois, Barbarossa, c'est un truc plus général où on dit, pendant ce temps-là, les Allemands, ils envahissent l'URSS. À ce moment-là, tu peux prendre des images un peu que tu veux,
peut-être pas sur toute la période, mais sur les premiers mois. Des fois, tu es plus sur l'idée que c'est une guerre éclair. Donc là, tu montres des tanks un peu partout. Bon, tu as un peu l'angle qui te sert, voilà. Mais il y a des fois, c'est un peu le même angle. Ouais. Pour connaître, c'est un peu les mêmes images. Si tu fais juste du contexte, tu as évidemment un peu les sujets que tu as tout le temps, parce que Barbarossa, par exemple, les images, elles sont au bout de nos archives, les archives allemandes, qui sont assez chères. Donc quand tu fais juste du contexte, que c'est pas vraiment ton sujet, ou tu vas prendre des actualités françaises. Évidemment, c'est un peu toujours les mêmes images. C'est moins précis, tu as moins de nouveautés, donc c'est encore plus dur d'essayer de te renouveler. Bon. Après, quand c'est du contexte, moi, je finis par accepter que c'est pas très grave, que tu vas pas la monter exactement pareil, mais ça va être un peu les mêmes images. Et le spectateur, il va pas s'en rendre compte parce qu'il suit pas ta carrière de près non plus. Toi, tu sais que c'est un peu la même chose, mais ça n'a pas une énorme importance. Et du coup, il y a des séquences qui se ressemblent beaucoup. Entre, par exemple, j'ai monté de la même année Hitler-Staline du même réalisateur. Parce que des fois, changer de réalisateur, ça permet de changer aussi de point de vue, mais quand tu as le même réalisateur, Hitler-Staline et l'Armée Rouge, sur l'attaque de Moscou, en fait, la séquence, elle est quasiment pareille dans les deux films. Parce que, voilà, quoi. Tu racontes la même chose, les enjeux sont les mêmes, dans un film ou dans l'autre, et c'est le même regard, puisque c'est le même réalisateur. Bon, bah, c'est pas grave. L'originalité, tu la mets avant, tu la mets après, il faut accepter un peu ça aussi. Et de toute façon, en archive, le problème n'est pas seulement avec les images qu'on a soi-même déjà montées, le problème est avec les images qui ont été déjà vues. C'est-à-dire qu'on travaille avec des images, surtout qu'il y a énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. On travaille avec des images qui ont été vues partout, qui ont été usées jusqu'à la corde, et qui font que le spectateur, et nous-mêmes, les premiers spectateurs que nous sommes, ne ressentons plus rien. Et on regarde ça, mais on les voit plus, c'est un vrai problème. Donc on est souvent confronté au problème de pas seulement remonter les mêmes images, mais de redonner aux images qu'on a déjà vues partout une nouvelle couleur ou une nouvelle vérité, enfin je sais pas, qui fait qu'on les regarde à nouveau. Et ça, sur Résistance, par exemple, c'était vraiment très dur, parce que la Résistance française, il y a eu beaucoup de films, soit sur la Résistance, mais plus largement sur la Seconde Guerre mondiale, on utilise les images de la Résistance. Les images de la Résistance, il y en a pas en vrai. Elles ont été reconstituées au mieux en 1944, au mieux avec les résistants eux-mêmes, qui ont joué leur propre rôle, mais c'est de toute façon de la reconstitution où il y a des images dans les maquis. Bon, puis il y a peut-être d'autres images que j'oublie là, mais voilà, c'est un corpus assez maigre. Et du coup, ces images, on les a vues partout, on les connaît par cœur. Et donc tout le travail de Résistance, c'est de faire 4 x 52 sans images. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le peu d'images qu'on avait, de les renouveler. Alors, comme on essaye de faire autrement. On a beaucoup travaillé avec des images des archives amateurs. Et là, pour revenir au travail avec la documentaliste, moi, quand j'ai lu le script de Résistance, Patrick avait pris en compte le fait qu'il n'y avait pas d'image, donc il avait demandé à ce qu'il y ait de l'animation, donc on a fait un peu d'animation. Il savait qu'on aurait des photos, et il savait qu'on avait beaucoup, par contre, de documents écrits, de rapports de police, de documents, parce qu'il y a l'administration, que ce soit à Londres, la France libre, ou évidemment les Allemands, c'est beaucoup de paperasse. Donc on savait qu'on allait avoir ça comme corpus. Et moi, en lisant le script, j'ai dit à la documentaliste, moi ce que je voudrais, c'est des images amateurs de villes, parce que je voyais que ça se passait à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lyon évidemment énormément, à Paris beaucoup. Et ils disent, si on peut arriver dans les séquences par la ville, et donner le sentiment de l'occupation, de ce que c'est que la vie à l'époque, de voir des Allemands dans les rues, etc., pour la zone occupée, on va pouvoir illustrer, on va pouvoir avec une photo parler d'un personnage, et puis ensuite dire que ils seront dans tel lieu, ou que on va pouvoir raconter l'histoire sur des plans de ville. On va même pouvoir éventuellement identifier une silhouette qui passe, on va pouvoir... ça va faire l'affaire, on sait que c'est pas Jean Moulin, mais bon, tout d'un coup, on suit
l'histoire de Jean Moulin entre la photo qu'on vient de voir et cette silhouette qui passe. Et donc ça, c'est une demande que j'ai faite à la documentaliste. Et donc, dans Résistance, pour essayer de renouveler un peu le regard sur ces images qu'on connaît beaucoup, on a fait un mélange, j'ai fait un mélange d'images entre les images amateurs, qu'on connaît moins, et les images qu'on connaît par cœur de Résistance. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais du coût des archives. Est-ce que quand tu montes, tu connais les coûts des archives que tu utilises? Et est-ce que tu fais attention aussi aux sources que tu utilises? Alors, Ou est-ce que c'est quelque chose que tu prends pas en compte dans un premier temps et tu... moi j'ai de la juste chance après en fait, je travaille sur des projets où c'est pas tellement... En gros, si le producteur te demande de faire attention, ou te dit sur telle source qui est très chère, vous n'aurez le droit qu'à 1 minute, parce qu'on n'a pas le budget, évidemment, à ce moment-là, je fais attention. En vrai, ça m'est pas arrivé tant que ça. Bon, je travaille avec des réalisateurs aussi qui font des films, des gros films, enfin qui sont des réalisateurs, comme on dit, bankable. Donc ça simplifie pas mal le travail pour les monteurs, parce que du coup, on essaye de nous donner, c'est pas open bar, hein, on ne donne pas tout ce qu'on veut, mais on nous donne les moyens de faire le film. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais nous, on a quand même un certain confort. Et quand je te dis, on a du bruitage, on a du montage son, et on a beaucoup d'archives, et on regarde pas vraiment le coût des archives. Donc moi, je monte sans savoir du coup, sans regarder. Ce qui m'intéresse, c'est je classe mes archives en fonction de la date, en fonction de l'événement, en fonction du lieu, mais je ne classe pas du tout mes archives en fonction du coût. D'accord. Il arrive quand même qu'après, on nous dise, bah là, vous avez utilisé un plan de 4 secondes de cette source qui est quand même très chère. Est-ce que vous ne pourriez pas trouver un remplacement? Et évidemment, on trouve la plupart du temps soit des plans du même événement dans d'autres sources. Oui, donc tu envoies quand même une edit list avant la fin du Oui, montage oui. pour vérifier. Oui, et puis aussi parce que les sources sont pas tout à fait validées quand on les a nous. Il peut y avoir encore des problèmes de demande de droit. Donc on envoie les edit lists dès qu'on a un premier montage qui permet aux documentalistes et aux producteurs déjà de baliser les sources qui pourraient poser problème en termes de droit et de se renseigner auprès des ayants droit s'ils acceptent ou pas de nous donner les droits de ces images. C'est arrivé qu'on les ait pas. Sur Résistance, par exemple, il y a une interview de Raymond Aubrac qu'on n'a pas pu utiliser finalement. Parce que Raymond Aubrac étant mort, ce sont ses ayants droit, c'est sa famille qui a les droits, et ils n'ont pas souhaité qu'on utilise ce film-là, et je pense parce qu'il est assez âgé et qu'il parle assez cash. Donc évidemment, nous, ça nous intéressait pour ça, parce qu'il dit des choses qu'il ne dit jamais ailleurs. Mais je pense que c'est pour ça que enfin, je ne sais pas, hein, ils n'ont pas donné la raison, mais on peut penser que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu qu'on l'utilise. Alors ça, c'est un crève-cœur, parce que tu enlèves des choses qui marchaient hyper bien, et ça marche moins bien. Alors, ça marche quand même. Ça marche moins bien, et comme tu es un peu après le montage quand même, enfin au fin de montage, c'est très dur d'analyser exactement ce que ça change. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour compenser T'es plus dans ces réflexions-là. Oui, puis tu as un attachement et peut-être une habitude aussi. Oui, tu l'as beaucoup vu. Donc effectivement, tu sais plus si c'est parce que tu l'aimais ou parce que... Bon, de toute façon, t'as pas le choix, donc tu l'enlèves. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour compenser? Est-ce que ça marche quand même? C'est plus difficile. On y arrive parce qu'on est professionnel, mais voilà. C'est quand même pas... Enfin, c'est très désagréable de toute façon. Parce que le montage, c'est quand même un entonnoir où tu t'améliores. Et quand à la fin, tu es obligé de désaméliorer, j'allais dire, ça n'existe pas, d'abîmer ton montage, et c'est très désagréable. C'est un peu frustrant, C'est frustrant. Et en même temps, il n'y a que toi et le réalisateur qui le sait, quoi. Oui. Et puis, si ça rendait le film mauvais pour 2 interviews enlevées, ça serait dommage quand même. Donc on peut se dire que le film garde sa cohérence. Et voilà, c'est juste des petits trucs de monteur, ça.
D'accord. Tu vois un film en avant-première, tu te rappelles, soit les avant-premières, c'est assez désagréable parce que quand tu revois les films, tu te souviens de toutes ces petites choses que tu as dû enlever ou des trucs qui ont été abîmés. Ouais, bon. Est-ce que toi, tu as des sujets fétiches qui t'intéressent plus que d'autres, des thèmes ou que tu aimerais peut-être faire à l'avenir ou... Mes fétiches, c'est les réalisateurs, en vrai. Mm. Moi, il y a des réalisateurs avec qui je veux bien faire n'importe quel thème. Bon, après, il y a des thèmes un peu durs, où tu vas un peu plus... Bon, les thèmes sur les camps, sur la Shoah, tout ça, c'est les massacres de masse, en général, le Rwanda, enfin, bon, des choses comme ça où bon, tu y vas moins volontiers, même s'il faut bien que quelqu'un le fasse, voilà. Mais sinon, ouais, moi, c'est les réalisateurs, il y a des réalisateurs avec qui j'adore travailler, ça se passe très très bien. Des fois, c'est la curiosité aussi de travailler avec un nouveau réalisateur, une nouvelle réalisatrice, comme là, le Djihad en Europe, j'avais jamais travaillé avec cette réalisatrice qui s'appelle Magali Serre, ça s'est hyper bien passé, hein, c'est super agréable. Et là, par exemple, n'importe quel sujet, je veux bien recommencer, tu vois. Donc, c'est pas tellement les sujets. Après, ça m'est arrivé il y a très longtemps avec Anne Andreu, un film sur François Truffaut. En fait, moi j'adore François Truffaut, et j'étais hyper content de faire un film sur François Truffaut, vraiment hyper content. Et en fait, j'ai été frustré tout le temps. Ah oui. Parce que d'abord, un film, c'est de la frustration pour un réalisateur, parce que c'était un film de 52 minutes, donc tu ne peux pas tout raconter. Et nous, les monteurs, on est bien malins, parce qu'on dit, oh, mais ça c'est pas grave, tu peux l'enlever, mais pour un réalisateur, c'est plus difficile. Donc nous, d'ailleurs, on est là pour réduire et pour couper et pour faire des choix aussi. Parce que des choix ne sont pas faciles à faire pour les réalisateurs qui vont travailler sur le sujet pendant un an. Et puis après, c'était un film d'Anne Andreu. Donc en fait, ce qui l'intéressait chez François Truffaut, c'était pas forcément ce qui m'intéressait moi. Mm. Et du coup, je m'attendais à être hyper heureux sur ce film. Et après, ça s'est hyper bien passé parce qu'Anne est adorable. Et on travaille très bien ensemble. Mais si tu veux, par rapport au plaisir de départ que je pensais que j'allais prendre sur ce film, eh ben pas tellement. Mm. Et après, je me suis rendu compte que moi, j'aurais fait un film beaucoup plus cinéphile, et que finalement, ça aurait été un moins bon film. Ah oui. Un film moins populaire. Mm. Et voilà, donc le film d'Anne Andreu est très bien, c'est pas du tout ce que j'aurais fait, et du coup, j'ai été frustré pendant tout le film. Donc après, j'ai monté, par exemple, 2 fois, coup sur coup, en enchaînant, 2 films sur le Goulag. Un film avec Michael Prazan sur le Goulag, et après, j'enchaînais avec un film de Patrick Rothman sur le Goulag. Mm. Et ben en fait, c'était super. Ah ouais. Au début, j'appréhendais un peu, parce que quand même, je me suis dit, ça fait, tu vois, 1 an de ta vie que sur le Goulag. Bon. Ah. Et en vrai, les films étaient tellement différents, et des regards tellement différents. Le film de Michael, c'était un film de tournage, il était allé tourner en Sibérie, et il suivait une petite fille de prisonnier du Goulag, qui repartait sur les traces. Il visitait des petits musées, où il y a des petits musées amateurs, où les gens ont créé dans leur garage un petit musée, où ils ont récolté des objets, des photos sur le Goulag. Et c'était plus un film de tournage, déjà, avec quelques archives, et c'était complètement différent. L'ambiance était complètement différente. Et le film de Patrick, c'était un tout archive, un 3 x 52 minutes, et les deux étaient passionnants à faire. Et j'ai essayé de ne pas utiliser dans le film de Patrick les archives que j'avais utilisées dans le film de Michael, pour le moment quand même, qui a un peu de nouveauté pour le spectateur. Et en gros, j'ai réussi. Super. Voilà, donc le sujet n'a pas beaucoup d'importance. Mm. Après, on s'en rend compte en cours de route, c'est-à-dire que forcément, un film sur Simone Veil, c'est assez porteur, parce que cette nana, elle est à la fois peu aimable, mais elle est incroyable, quoi. Mm. Elle est dingue, donc elle t'emporte dans les choix qu'elle fait, dans sa vie, et c'est super. La correspondance de Anne Pinjot et Mitterrand, c'était super aussi pour le sujet, parce que c'est hyper rare, quand on vous montre des films d'archives, de faire des films d'amour, par exemple. Mm. Ça n'arrive quasiment, enfin moi ça ne m'est jamais arrivé, je crois que c'est le seul. Et là c'était tellement romanesque et tellement bien écrit aussi. L'écriture de Nancy certes, mais aussi je pensais surtout à l'écriture de Mitterrand qui écrit hyper bien. Et puis il y a des moments hyper touchants quand on a montré le film à Anne Pinjot, évidemment c'est des moments où
un film qui est dans son intimité à elle. Et alors évidemment, toi, tu penses que tu es juste dans la distance avec ce qu'elle a voulu te livrer, mais tu sais jamais trop. Et c'est toujours de toute façon très impressionnant de montrer le film à quelqu'un qui a été l'acteur de cette histoire. Et voilà, et puis il y a d'autres films où tu penses que ça va être super, et puis finalement c'est juste, voilà, c'est moins intéressant, mais ça dépend de ton mood aussi. Ouais. Mais je pense que moi c'est plutôt en cours de montage que je le sais. Et D'accord. je te dis, il y a des films où tu as l'impression de rabâcher un peu, puis finalement c'est super intéressant. Tu vois, les films sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les derniers qui étaient les moins intéressants. Et pourtant, je connais le sujet de mieux en mieux, mais tu apprends d'autres choses. Vraiment. Oui, puis peut-être avec tout ce que tu sais des précédents, tu vas peut-être aussi un peu Oui. plus loin. Oui, puis c'est pas tout à fait le même angle, c'est pas tout à fait le même réalisateur. C'est beaucoup une question d'envie, en fait. D'envie du réalisateur, de ce qu'il a envie de raconter. Et du coup, nous, on s'adapte aussi en fonction de ce qu'il a envie de raconter, on va raconter les choses aussi d'une autre manière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, effectivement, quand tu reviens sur le même sujet, tu déroges plus vite, tu connais les trucs par cœur. Tu passes pas des heures, parce que quand même le déroge, c'est quand même un truc très long et fastidieux. Moi, ça m'est arrivé sur des archives des élections de 1933 en Allemagne. Tu as des plans, tu sais absolument pas ce que c'est, ni à quoi ça correspond. Et tu n'as aucun conducteur, parce que personne n'en sait rien, et personne n'a fait ce travail-là, avec un historien de dire telle image, c'est qui, c'est quoi. Et donc tu es là en train de regarder les uniformes, les machins, à recouper différents sujets que tu as. Et moi, ça m'est arrivé de passer des journées sur une archive, juste pour savoir ce que je regarde, c'est quoi. Ouais. Et en même temps, c'est passionnant parce que pour savoir ça, tu lis les fiches Wikipédia, tu t'interroges sur les partis, à l'époque c'était qui, ils étaient habillés comment, c'est quoi ces élections, il y a une émeute, c'est quoi cette émeute, il y avait des troupes dans la rue, les policiers, et t'apprends énormément de choses. Mais c'est vrai que ça peut être très très long. Ouais, je me rappelle, j'avais monté un film d'archives sur la relation entre Arletty et Söring. Et pareil, on avait beaucoup de films de sources allemandes, non datés, t'avais pas les lieux, etc. Comme c'est une correspondance, j'avais monté un plan d'un soldat qui écrit une lettre, et il m'avait dit non, la cigarette elle est roulée de telle façon, machin, donc c'est un soldat russe. On voyait que la main, on voyait vraiment que la main. Ok, on est à ce niveau, mais c'était hyper intéressant parce que du coup il y avait plein de lieux, évidemment ils connaissaient tous les costumes, etc., les uniformes, etc. Donc c'était hyper intéressant, quoi. Ouais, mais ça, tous les réalisateurs sont pas aussi au fait, même des historiens, parce que souvent ils connaissent l'histoire par les textes, pas forcément par l'image. Ouais. Sur Marseille, par exemple, moi j'étais sur le plan, sur la Google Map en 3D pour savoir où était le bâtiment. C'est marrant, ouais. Ça nous entraîne dans des... on se met à faire des choses qu'on n'imaginait pas faire. Et voilà. Ouais. Non, c'est drôle. Je continuerai bien cette conversation pendant des heures, mais Écoute, si t'as ce il qu'il faut travailler. Oui. Okay. Merci beaucoup. C'est pas le coup d'en parler, mais il faudrait le faire aussi. Voilà, c'est ça. Yakuza. Là, je peux pas t'en dire grand-chose parce que je viens de commencer. Ouais, je vais te laisser à tes Yakuza. Ouais, et puis, merci. En japonais. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Bonne journée. Bonne journée à toi. Play Pause Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!